Dans les séquences vidéo précédentes, nous nous sommes intéressés à gérer le début de vie d'un objet, comment initialiser les attributs d'un objet lorsqu'on commence à travailler avec. Il est temps maintenant de se préoccuper de gérer ce qui se passe en fin de vie d'un objet, et c'est le sujet de la séquence d'aujourd'hui. Se préoccuper de gérer la fin de vie d'un objet est en fait important lorsque cet objet mobilise des ressources. Examinons un cas concret pour commencer. Prenons une variante de notre fameuse classe rectangle, dans laquelle les attributs, au lieu d'avoir été déclarés comme des doubles, soient maintenant déclarés comme étant des pointeurs sur des doubles. Comme ceci. Et imaginons qu'un des constructeurs de rectangles alloue de la mémoire pour ces deux attributs au moment de la création de l'objet. Donc par exemple, on peut imaginer qu'il y ait un constructeur par défaut qui initialiserait l'attribut hauteur en allouant dynamiquement de la mémoire pour un double et ferait donc la même chose pour la largeur. Cette définition au moyen de pointeurs n'est pas forcément la meilleure définition possible pour la classe rectangle. Nous l'utilisons ici uniquement pour avoir un exemple simple. Imaginez maintenant un programme qui utiliserait la classe rectangle. Donc on peut imaginer par exemple que ça se fasse simplement dans un programme principal. Donc on aurait des instructions et puis à un moment donné, imaginez que l'on ouvre un bloc, par exemple dans le cadre d'un if. Et dans ce bloc, on déclare une variable locale de type rectangle qui serait donc typiquement initialisé ici par le constructeur par défaut, et qu'à un moment donné, on ferme ce bloc. Si j'exécute ce programme, lorsque j'arrive à ce stade de l'exécution, il y aura donc réservation d'un espace mémoire pour une variable R de type rectangle, laquelle aura en guise d'attribut des champs largeur et hauteur dont les valeurs sont des pointeurs vers deux zones mémoire allouées dynamiquement par le constructeur. Lorsque nous arrivons à ce stade d'exécution du programme, la variable R, qui a été déclarée donc localement dans ce bloc, n'existe plus et donc n'est plus utilisable dans le reste du programme. La question qui se pose est donc, qu'advient-il des ressources en mémoire qui dépendent de cet objet R qui n'est plus utilisé par le programme? Il est important de libérer les ressources après usage, comme ici ces zones mémoire dynamiquement allouées. Nous savons que dans le cadre de l'allocation de mémoire, par exemple, toute zone mémoire allouée dynamiquement au moyen d'un new doit être explicitement désallouée par le programmeur au moyen d'une instruction delete. Et la question qui se pose, c'est qui va être en charge de ce delete concrètement ici? La solution qui consisterait à permettre au programmeur utilisateur de libérer cette mémoire, par exemple ici, lorsqu'on sait qu'on n'a plus besoin d'utiliser la variable R, invoquer le delete explicitement sur chacun des champs, sur chacun des attributs, n'est pas une bonne solution. Sauriez-vous dire pourquoi? Alors ça n'est pas bon, effectivement, essentiellement parce que c'est un affaiblissement de l'encapsulation. Si je veux avoir le droit de faire ceci, eh bien je ne peux plus mettre mes attributs en private, il faut qu'ils soient accessibles depuis l'extérieur de la classe. Ou alors, alternative, je devrais programmer des méthodes publiques qui, comme un getter par exemple, qui me livre le pointeur à libérer, mais nous avons vu dans notre étude de cas sur le morpion que livrer un pointeur par le biais d'un getter était un affaiblissement de l'encapsulation quasiment aussi fort que de livrer directement l'attribut en le mettant en public. De plus, cette libération explicite des ressources depuis l'extérieur de la classe peut être source d'erreur. On peut oublier de libérer certaines ressources, est fastidieuse, il faudrait le faire systématiquement. Donc le faire de cette façon n'est clairement pas la bonne solution. Pour que l'on ne soit pas obligé d'explicitement libérer les ressources nécessitées par un objet en dehors de la classe, comme ceci, C++ offre en fait des méthodes particulières que l'on appelle les destructeurs,
qui ont la particularité d'être invoqués automatiquement en fin de vie de l'instance, ce qui voudrait dire qu'ici, lorsqu'on termine ce bloc, la méthode destructeur serait automatiquement invoquée et qui va permettre justement de libérer ces ressources sans casser l'encapsulation ni passer par les désavantages que nous avons vus ici. Alors il faut savoir que les ressources que l'on a besoin de libérer en fin de vie d'un objet ne sont pas forcément des portions de mémoire, comme nous avons eu le cas de le voir dans le cadre de cet exemple. Il peut s'agir d'autres choses comme des fichiers ou des périphériques. Alors comment s'écrit concrètement un destructeur en C++? Eh bien c'est une méthode dont le nom est le même que celui de la classe, mais précédé du symbole tilde, ce que nous voyons ici. La liste des paramètres est forcément vide, et dans le corps du destructeur, nous allons mettre toutes les opérations de libération nécessaires en fin de vie d'un objet. Alors il faut noter qu'il n'y a qu'un seul destructeur possible dans la classe, donc pas de surcharge possible. Et si le destructeur n'est pas défini explicitement, alors le compilateur va en générer automatiquement une version minimale, par défaut. Pour revenir à notre petit exemple d'introduction, ici concrètement comment faire pour programmer le destructeur. Alors, faisons un peu de place pour écrire notre destructeur. Donc ici, je déclare une méthode destructeur, donc tilde, même nom que celui de la classe, une liste de paramètres vides, et dans le corps, je me charge des opérations nécessaires pour libérer les ressources. Comme ceci. Et je termine ainsi l'écriture de ma classe. Ce destructeur est donc automatiquement invoqué lorsqu'une instance arrive en fin de vie. Donc typiquement ici, lorsque nous arrivons à ce stade de l'exécution du programme, vu que cette variable R n'est plus définie à l'extérieur du bloc, eh bien le destructeur est invoqué qui va être en charge de libérer les ressources liées à l'objet. Et ceci sans avoir eu à casser l'encapsulation comme c'était le cas dans la solution vue précédemment. Si la classe rectangle n'avait pas eu d'attributs de type pointeur, et surtout si elle n'avait pas fait elle-même d'allocation dynamique des zones mémoire liées à ces attributs, eh bien, il n'aurait pas été nécessaire de programmer explicitement un destructeur comme ici, et dans ce cas, le compilateur génère une version du destructeur par défaut qui aurait un corps vide, donc nous aurions aucune instruction à l'intérieur. La question que nous nous posons maintenant est, faut-il toujours se contenter de cette version minimale du destructeur par défaut lorsque dans la classe, nous ne faisons aucune allocation de ressources? La réponse dans ce qui suit. Partons à nouveau d'un exemple concret. Supposons que nous souhaitions compter le nombre d'instances d'une classe qui sont actives à un moment donné dans un programme. Par exemple, imaginons que nous souhaitions compter le nombre d'instances de rectangles actifs dans un programme. Alors, on peut imaginer que l'on utilise pour le comptage une variable compteur dont nous nous préoccuperons de la définition un peu plus tard et qui fonctionnerait comme ceci. Donc, au départ, le compteur est à 0, nous n'avons aucune instance active. Ensuite, ici, nous créons une première instance de rectangle au moyen d'un constructeur par défaut et nous voudrions que le compteur se mette automatiquement à jour et comptabilise un rectangle actif. Nous avons ici l'ouverture d'un bloc dans lequel nous déclarons un second rectangle R2 et nous aimerions évidemment qu'à ce stade, le compteur vaille 2 puisque nous aurions à ce stade deux rectangles actifs, R2 et R1. Lorsque nous terminons l'exécution de ce bloc, la variable R2 cesse d'exister, donc il n'y a plus qu'une seule instance active de rectangle qui est l'instance R1, et nous aimerions que le compteur soit mis proprement à jour et comptabilise une seule instance active. À la fin du programme, nous aimerions à nouveau avoir un comptage à 0, étant donné que ni R1 ni R2 ne sont plus désormais deux instances actives. Comment procéder? Pour l'instant, à ce stade de votre apprentissage, pour ce qui est de la variable compteur, nous ne savons guère faire mieux que déclarer une variable globale en dehors du main, ce qui n'est pas une bonne solution et nous aurons l'occasion d'y revenir dans une séquence prochaine. Pour le reste, eh bien, l'idée est simple. Le constructeur sera en charge d'incrémenter le compteur. À chaque fois qu'on construit un nouveau rectangle, on incrémente le compteur.
Si l'on se contente de cela, évidemment, le comptage ne va pas se faire de façon appropriée. Pourquoi? Parce qu'on se contente d'incrémenter le compteur à chaque fois qu'une instance commence son existence, mais à nul endroit, nous ne décrémentons le compteur. Donc ici, typiquement, après la création de la première instance, le compteur vaudra 1. Après la création de la seconde instance, le compteur vaudra 2. Et rien ne viendra décrémenter ce compteur, ce qui veut dire qu'à la fin du bloc, on aura un comptage erroné de 2 instances au lieu d'une seule, et qu'à la fin du programme, nous aurons toujours un comptage erroné de 2 instances au lieu de 0. On est donc ici obligé de définir explicitement le destructeur pour faire en sorte que le comptage se fasse de façon appropriée et que la variable compteur soit décrémentée en fin de vie d'un objet. Donc concrètement ici, en plus du constructeur qui va incrémenter le compteur à chaque fois qu'un rectangle est construit, il faudra dans le destructeur décrémenter le compteur à chaque fois qu'une instance termine son existence. C'est donc typiquement une situation où la version par défaut du destructeur, qui aurait un corps vide, n'est pas satisfaisante, même si la classe ne fait aucune allocation explicite de ressources. Avec cette nouvelle version de la classe rectangle qui incrémente le compteur dans le constructeur et le décrémente dans le destructeur, nous avons désormais un comptage qui est fait de façon appropriée. Par exemple ici, lorsque nous atteignons ce stade de l'exécution, la variable R2 n'est plus définie, donc l'objet R2 cesse d'exister. Le destructeur va être invoqué automatiquement et donc le compteur va bien être amené à comptabiliser une seule instance. De même, ici, la variable R1 cesse d'exister, n'est plus définie. Le destructeur est automatiquement invoqué qui va ramener le compteur à 0. Qu'en est-il maintenant de cet exemple si nous faisons intervenir aussi les constructeurs de copie? Par exemple, dans ce bloc, au lieu d'avoir uniquement la déclaration d'une instance R2 construite au moyen du constructeur par défaut, eh bien j'aurai en plus la déclaration d'une instance R3 construite cette fois au moyen du constructeur de copie. Je le vois parce que l'argument passé au constructeur est ici un autre rectangle. Qu'en est-il du comptage? J'aimerais évidemment ici comptabiliser 3 instances, R3, R2, R1. Qu'en est-il concrètement de la valeur de ce compteur à ces 3 endroits? Sauriez-vous dire quelle est la valeur du compteur à chacun des endroits où j'ai un point d'interrogation? Alors ici, le problème est que dans la classe rectangle, nous n'avons fourni aucune définition explicite du constructeur de copie. Et donc, nous utilisons forcément ici la version par défaut de ce constructeur qui, évidemment, ne va rien faire par rapport au comptage des instances. Du coup, la copie d'un rectangle échappe au compteur d'instances. Donc ici, typiquement, notre compteur qui valait 2, comme il ne va pas du tout être touché par le constructeur de copie, va rester à 2 ici. Lorsque nous quittons ce bloc, il y a 2 instances qui ne sont plus utilisables. Donc le destructeur va être invoqué une fois pour R2, une fois pour R3, et à chaque fois va décrémenter le compteur, ce qui veut dire qu'on va décrémenter 2 fois le compteur, et sa valeur vaudra ici 0. Ce qui est erroné puisque nous sommes censés comptabiliser toujours cette instance R1. Et ici, pour les mêmes raisons, eh bien, nous allons nous retrouver avec un comptage à -1. La valeur de notre variable compteur vaudra -1 au lieu de valoir 0. Pour bien faire, il faudrait donc ajouter au code précédent la définition explicite du constructeur de copie. Donc évidemment, une définition explicite qui se chargerait de l'incrémentation du compteur lorsque l'on crée un nouveau rectangle par copie. À ce moment-là, eh bien, au moment où l'on invoque le constructeur de copie ici, on a bel et bien incrémentation de notre compteur et on a un comptage fait de façon correcte à 3 ici. Le compteur est décrémenté 2 fois et donc vaudrait 1, ce qui est correct puisqu'on comptabilise désormais cette instance R1 correctement. Et de même, le comptage ici, en fin de course, serait correct. Il résulte de cette discussion une règle générale appliquée par tout bon programmeur C++ et qui est la suivante. Si l'on est amené à toucher au destructeur explicitement, au constructeur de copie ou à l'opérateur d'affectation que nous aurons l'occasion d'aborder dans une séquence suivante, alors on doit certainement également toucher aux 2 autres. On doit prendre l'ensemble comme un tout, ou alors en tout cas au moins se poser la question de l'impact de la définition de l'un de ces éléments sur les autres. Notez finalement qu'en C++11, et il s'agit là d'une notion avancée qui sort du cadre de ce cours, on peut ajouter à cette liste destructeur, constructeur de copie et opérateur d'affectation qu'il s'agit de considérer comme un tout, également le constructeur de déplacement et l'opérateur de déplacement. Nous ne les citons ici que par souci de complétude.
Voilà, ceci termine notre chapitre sur la construction-destruction d'objets. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu lorsque nous parlerons d'héritage. En attendant, vous allez découvrir la notion de surcharge d'opérateurs dans nos prochaines séquences.